Bonjour et bienvenue sur notre chaîne du concept à l'expertise. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du Data Lakehouse Grail. Mais déjà, comme dans l'ensemble de nos formations, dans l'ensemble de nos vidéos, on commence toujours par présenter le pourquoi. Parce que c'est très important, avant même de rentrer dans les détails, de savoir le pourquoi. Pourquoi est-ce que Dynatrace a créé un Data Lakehouse qu'ils ont appelé Grail? Déjà, pour commencer, Dynatrace, du moins la console Dynatrace, a été conçue autour d'un ensemble d'applications. Vous avez énormément d'applications. On vous invite à aller regarder nos autres vidéos pour savoir à quoi servent les applications. Mais durant nos vidéos, on vous a expliqué qu'il y a des applications pour gérer les hosts, il y a des applications pour gérer les problèmes, il y a des applications pour gérer les métriques. Et donc, ces applications sont très bien conçues puisque à partir de ces applications, vous avez l'ensemble des métriques importantes pour l'élément en question. Donc, si vous êtes sur une machine, vous aurez consommation CPU, consommation RAM, quels sont les process qui consomment le plus de mémoire. Donc, vous aurez cette vision. Le problème avec ces applications, c'est que c'est une vision formatée et cette vision a été formatée avec le retour d'expérience sur les différentes années de construction de la solution Dynatrace. Aujourd'hui, en fonction des demandes, en fonction des besoins, ils ont conçu ces applications. Et donc, dans la majorité des cas, vous aurez accès à l'ensemble des données dont vous avez besoin. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, ce sont des applications. Donc, quand vous prenez par exemple l'application Host, il y a un formatage qui a été construit par Dynatrace. Et donc, lorsque vous sélectionnez par exemple une machine, Dynatrace a déjà formaté l'application. Donc, il y a ce que vous pouvez accéder. Vous pouvez accéder à l'état de la machine, le uptime, la CPU, les graphes sur la mémoire. Et donc, vous vous rendez compte que c'est dans un formatage bien précis. Et donc, des fois, vous aurez besoin de faire des manipulations et vous vous rendrez compte que ce formatage ne répond pas forcément à vos besoins. Et donc, ce que Dynatrace a mis à disposition pour pouvoir faire des choses personnalisées, ce que beaucoup vont faire, c'est qu'ils vont essayer de récupérer ces métriques et construire des tableaux de bord. Mais des fois, vous allez vous rendre compte que vous avez des éléments dont vous souhaitez accéder et que la console ne vous donne pas librement accès. Ce qui est donc recommandé dans ce genre de scénario, c'est de basculer sur les API. Et donc, Dynatrace aujourd'hui fournit une API très complète pour gérer vos environnements, pour gérer vos configurations. Et donc, vous pourrez accéder à plus d'informations et faire des actions beaucoup plus spécifiques qui seront plus en adéquation avec vos contraintes et vos besoins au sein de votre entreprise. Le problème qui se pose aussi avec les API, c'est que lorsque vous regardez la structure des API, vous allez vous rendre compte que même les API sont construits dans un cadre. Il y a des API pour gérer les attaques, il y a des API pour gérer les events, il y a des API pour gérer les logs, il y a des API pour gérer les métriques. Donc, même si vous requêtez, vous vous rendez compte que vous êtes toujours à chaque fois dans un contexte. Et donc, pour résoudre ce problème, Dynatrace a donc mis en place Grail, qui est un data lakehouse dans lequel vous allez pouvoir accéder aux piliers de l'observabilité. Pour rappel, les piliers de l'observabilité, ce sont les logs, les métriques et les traces. Et donc, le fait de mettre à disposition ce data lakehouse fait que désormais, vous n'aurez plus la contrainte de la structure des applications, vous n'aurez plus la contrainte de la structure des API. Vous pourrez accéder à la donnée brute au sein de votre cluster Dynatrace. Là, j'ai parlé des piliers de l'observabilité, les logs, les métriques et les traces. Mais Dynatrace est allé encore plus loin puisque, comme on l'a dit dans nos différentes formations, dans nos différentes vidéos, Dynatrace ne fait pas que de l'observabilité autour de ces trois piliers. Dynatrace sait aussi gérer les événements métiers. Et donc, au sein de ce Data Lakehouse, vous pourrez donc manipuler en même temps vos données d'observabilité autour des trois piliers et bien évidemment aussi gérer vos données d'observabilité autour des événements métiers. Et donc, ça, c'est un gros avantage. Et donc, vous pourrez manipuler et faire des corrélations entre ces différents éléments. Et donc, Dynatrace, pour vous faciliter la manipulation, a mis à votre disposition un langage qui s'appelle le DQL, Dynatrace Query Language, qui va vous permettre de requêter, agréger, formater ces données pour arriver au résultat spécifique que vous souhaitez qu'il soit en adéquation avec les besoins de votre entreprise. Et donc, ces différents éléments, comment est-ce qu'on accède à ces données, c'est quoi la différence entre les applications et les applications classiques, puisqu'il y aura un gros impact au niveau de la manière avec laquelle les données sont structurées. Donc, on verra qu'il
qu'il y a des applications et des applications classiques parce que derrière, cette transformation que Dynatrace est en train d'opérer affecte aussi les applications. Et donc, durant cette formation, on va voir comment manipuler ces données avec du DQL. On va voir comment est-ce que vous pourrez construire des tableaux de bord assez spécifiques, comment on pourrait faire des agrégations. Et c'est tous ces éléments que nous allons voir durant cette vidéo. Bien évidemment, on vous invite à aller sur notre site e-learning.7chaîne.fr où vous pourrez accéder à l'ensemble de nos formations. Et puis bien évidemment, pour ne rien rater sur nos différentes vidéos, nous invitons à vous abonner à cette chaîne dans laquelle nous publions assez régulièrement différentes vidéos pour vous accompagner dans votre processus de formation. Merci et bon visionnage. Dans un souci d'amélioration continue, Dynatrace a intégré dans ses clusters Dynatrace une nouvelle fonction qui s'appelle grêle. Donc, qu'est-ce que grêle? Grêle, c'est un data lakehouse. Donc, pour résumer, le data lakehouse, c'est vraiment tirer le meilleur parti d'un data lake et d'un data warehouse. Donc, c'est ça, de manière globale, c'est quoi un data lake? Et bien évidemment, Dynatrace, c'est une solution d'observabilité. Donc, lorsqu'il construit ce data lakehouse, les données qui vont être stockées sont bien évidemment des données d'observabilité. Donc, lorsqu'on va parler de données d'observabilité, bien évidemment, on va parler des trois piliers qui sont les logs, les traces et les métriques. Et à côté de ça, Dynatrace va pouvoir insérer un ensemble d'autres éléments. Donc, bien évidemment, le fait de parler de data lakehouse pose un problème de performance parce que bien évidemment, pour pouvoir accéder régulièrement à ces données, pour pouvoir faire des requêtes de recherche et tout ça, ça nécessite quand même beaucoup de performance. Et donc, pour cela entraîne comme conséquence que la fonction grêle sera quasiment pas possible de l'avoir dans des solutions, des déploiements en mode manager. Donc, lorsque vous souhaitez avoir la fonction grêle, il faudra vous rapatrier sur un déploiement en mode cloud computing pour pouvoir bénéficier de cette capacité de votre système à monter en charge. Donc, lorsque on va vouloir étudier cette fonction, bien évidemment, on va parcourir un certain nombre d'applications. Donc, la première application qu'on va utiliser, c'est l'application Notebook. Donc, l'application Notebook va être assez similaire des tableaux de bord. Donc, on va être sur les mêmes éléments. L'application Notebook, dans un tableau de bord, on peut mettre des encadrés sous forme de Markdown. Donc, ce sera aussi possible dans des notebooks. Bien évidemment, une des fonctions qui va être très utilisée dans les notebooks, c'est de la recherche. Et ça, on le fera avec des langages Dynatrace Query Language qui s'abrège en DQL. Donc, c'est un exemple que vous pouvez retrouver ici. Et donc, du coup, pour revenir sur la fonction des notebooks, donc on va pouvoir construire des requêtes comme ça et en générer des tableaux. Des tableaux de la même manière qu'on avait vu au niveau du Data Explorer. Vous pourrez choisir de type histogramme, vous pourrez choisir d'autres types et tout ça seront gérés via des DQL. Bien évidemment, l'avantage que Dynatrace apporte avec cette fonction notebook, c'est la capacité à partager les notebooks. Donc les notebooks sont conçus pour être partagés. Ce qui fait la différence avec les tableaux de bord qui sont plus destinés à être visualisés, à être présentés sur des cockpits de supervision. Donc ça, c'est les grosses différences qu'il peut y avoir entre un notebook et un tableau de bord. Mais en termes de fonctionnement, les deux ont exactement le même fonctionnement. Donc on peut ajouter des graphes, on peut ajouter des commentaires sous forme de Markdown. Un autre élément qu'on va aussi voir durant cette formation, c'est le Logs and Events qui va nous permettre de construire des requêtes assez poussées qui vont nous permettre de parcourir nos données et de pouvoir extraire exactement la donnée que l'on souhaite. Une autre chose aussi, on a parlé du DQL, c'est donc le Dynatrace Query Language.
on verra aussi comment est-ce qu'on peut utiliser du DPL, c'est du Dynatrace Pattern Language, qui va nous permettre, pour ceux qui sont un peu familiarisés avec le monde de Logstash, donc si vous connaissez un peu le fonctionnement du croc, donc ça va être le même principe. C'est au lieu de parcourir le document, on va plutôt être en mode recherche de patterns. Donc on va définir plutôt des patterns pour extraire de la donnée au sein d'un champ. Donc c'est ce qu'on va voir dans les prochaines sessions. Dans cette nouvelle session, nous allons voir l'application Logs and Events qui va nous permettre de rechercher des données dans notre Data Lakehouse Grell. C'est pour cela qu'il est bien marqué ici. Quand vous êtes dans l'application Log and Event, on vous dit elle est construite autour de Grell. Donc, la première chose qu'on remarque, c'est déjà la barre de filtre dont on est aujourd'hui habitué, qui va nous permettre de filtrer les éléments à afficher. La barre qui est très importante, qui est bien spécifique à Logs and Events, c'est la barre de résultats de recherche qui est là. Donc, dans cette barre, vous remarquez qu'il y a déjà un concept de données. Donc, bien évidemment, lorsqu'on va rechercher, Log and Event va nous donner la quantité, le volume en termes de mégabits de données qui ont été consultées pour pouvoir afficher notre résultat. Ensuite, il nous donne aussi un temps d'exécution. Il vous dira, j'ai pris tel nombre de temps pour exécuter votre requête. Et puis, à côté, vous avez cette petite notification qui va vous informer sur les éventuelles limites que vous pourrez rencontrer pendant vos phases de recherche. Donc, prenez bien ces éléments en compte. Donc, déjà, au niveau de notre tableau, donc vous voyez les informations sont affichées ici sous forme de tableau. Donc, actuellement, on a 3 colonnes et donc vous avez un petit bouton formater votre tableau qui vous permettre de jouer sur la manière avec laquelle votre tableau est affiché. Donc, par exemple, vous pouvez décider que désormais, je souhaite par exemple que le log level soit affiché au niveau de mon tableau. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer et sélectionner log level. Donc, désormais, vous voyez bien que le log level s'affiche. Et donc, lorsqu'on regarde le log level, on se rend compte qu'on a des événements de type info, on en a de type none, donc on en a différents. Donc, bien évidemment, vous pouvez venir aussi dans les filtres et vous pouvez commencer à dire, je veux par exemple uniquement les événements de type error. Bien évidemment, à chaque fois que vous appliquez des filtres, il faut rejouer la query. Soit vous faites run query, soit dans la petite pop-up qui s'affiche, vous faites run query. Et donc, on va voir que désormais, en termes de log level, on n'a plus que les log level de type error qui sont précisés là. Donc, bien évidemment, vous pouvez aussi jouer, si on est sur des cas de logs, on peut voir le fichier de source. Donc, on peut prendre le log.source et ensuite, vous pouvez prendre le valog message. Donc, vous voyez, on a utilisé 2 filtres qui sont des filtres assez connus lorsqu'on fait de l'observabilité. Ça s'appelle le level, ça s'appelle les log source. Mais vous pouvez dans des scénarios où vous ne savez pas trop comment retrouver les filtres. Et c'est pour cela que Dynatrace a intégré cette autre colonne. Donc, déjà, vous voyez ici au niveau main, ça, dans la partie main, vous allez retrouver les éléments qu'on va qualifier de récurrents, dans le log level, ce genre de choses, le hostname. Donc, c'est ça que vous retrouvez dans la partie main. Si vous voulez travailler sur des événements plus orientés AWS, à ce moment, vous pouvez venir dérouler côté AWS et donc vous avez les filtres qui peuvent filtrer au niveau de vos ressources AWS. Donc, vous pouvez juste sélectionner les éléments. Et si dans nos données, on avait une donnée de type AWS ARN, à ce moment, on aurait eu la liste des événements. Donc, lorsque la liste est vide comme ça, c'est pour dire que dans notre cluster Grell, on n'a pas de données liées à aws.arn. Et c'est comme ça que vous pouvez retrouver les filtres si vous travaillez sur du Kubernetes, sur une base de données, sur des machines. C'est comme ça que vous pouvez facilement retrouver les filtres. Si vous connaissez le nom d'un filtre, vous pouvez le rechercher directement ici. Donc, lorsque je fais par exemple log, vous voyez, et du coup, la console m'affiche directement les éléments. Donc, vous pouvez aussi vous baser sur la petite barre de recherche si vous avez une idée et du coup, Dynatrace peut vous aider à retrouver facilement l'élément en question. Donc, on a vu le bouton format
qui permet de réorganiser notre tableau. Un autre bouton qui est aussi très important, c'est le bouton action. Donc lorsque vous cliquez sur le bouton action, ça vous permet, on avait déjà vu le bouton pin to dashboard qui permet d'envoyer le résultat de notre filtre dans un tableau de bord. Mais dans ce cas, on a deux autres boutons. Bien évidemment, les boutons sont assez parlants. Dans le premier cas, on exporte les données sous forme JSON et dans le deuxième cas, on les exporte au format CSV. Une autre chose qui est très importante, on en a parlé lorsqu'on faisait l'introduction sur la section GREL, c'est que pour travailler avec le Data Lakehouse GREL, vous avez plusieurs applications. Donc là, on est en train de travailler dans l'application Logs and Events, mais vous avez la possibilité d'envoyer le résultat de votre recherche dans des autres applications qui sont compatibles. Et donc, Dynatrace vous informe que lorsque vous travaillez avec données GREL, il est possible de travailler avec les tableaux de bord. Bien évidemment, vous vous souvenez dans une session précédente, on a vu qu'il y avait deux types de tableaux de bord. Il y avait les tableaux de bord de type classique et les nouveaux tableaux de bord. Et donc là, vous remarquez qu'on est sur le logo du nouveau tableau de bord. Donc, gardez bien à l'esprit que vous ne pouvez pas envoyer sur les tableaux de bord de type classique, tout simplement parce que, comme vous avez dit, les tableaux de bord de type classique sont en général dédiés aux souscriptions de type manage. Bien évidemment, vous pouvez aussi avoir du classique en mode SAS, mais lorsque vous travaillez avec du GREL, vous ne pouvez faire que des tableaux de nouvelle génération. Il y a aussi à côté l'application Notebook, qu'on verra aussi plus tard. Et bien évidemment, vous pouvez aussi renvoyer dans un Logs and Events. Et puis, un élément aussi très important, c'est le concept de workflow. On verra comment est-ce que avec les workflows, on pourra piloter des actions. Un use case au niveau des workflows, c'est aujourd'hui lorsqu'on fait du monitoring, en général, on est toujours focalisé plus les éléments qui ne vont pas. Donc, les éléments qui ne vont pas, c'est par exemple une machine qui sature en termes de CPU et RAM. Mais il y a aussi des scénarios où, dans l'entreprise, on a provisionné des machines virtuelles surdimensionnées. Et donc, dans ce genre de scénario, vous voyez, on est plutôt... Dynatrace va se rendre compte qu'on a des machines qui ne consomment, par exemple, que 20% de leurs ressources mémoire. Et donc, du coup, vous pouvez faire un workflow qui va s'exécuter et identifier les machines qui sont en surconsommation. Et si ces machines sont, par exemple, hébergées chez un fournisseur comme Azure, AWS, il pourra envoyer la requête qui va bien vers ce provider pour downgrader votre instance. Donc, on verra plus tard la partie workflow. Donc, là, j'ai présenté l'application Logs and Events. J'ai fait exprès de ne pas présenter ce petit switch, tout simplement parce que on va plus le développer dans une prochaine section, lorsqu'on va commencer à travailler avec les Dynatrace Query Language qu'on abrège souvent DQL. Et donc, pour l'utiliser, c'est un switch, donc vous avez juste à cliquer. Vous vous souvenez, on avait deux filtres. Et donc, automatiquement, nos deux filtres qu'on a rajoutés ont été transformés par l'application en configuration DQL. Donc, on verra plus tard comment est-ce que on peut jouer sur ces éléments. Donc, déjà, pour voir déjà la première manipulation, vous vous souvenez, au niveau du log level, on avait limité qu'on ne voulait que les log level de type error. On peut décider que non, désormais, je veux plutôt ceux de type info. Donc, vous avez juste à mettre info à ce niveau. Et désormais, vous avez aussi, donc, on a vu comment est-ce qu'on pouvait le faire à l'interface simple et on verra comment est-ce qu'on peut faire déjà tout ce qu'on avait pu faire via l'interface simple et voir comment est-ce qu'on peut faire plus d'actions via l'interface avancée qui fait appel au Dynatrace Query Language. Donc, bien évidemment, vous pouvez décider de supprimer le filtre. Donc, vous voyez ici, on a un AND. Donc, vous pouvez décider de supprimer le filtre et puis d'exécuter votre requête. Et donc, désormais, on retrouve bien l'ensemble des log levels. Donc, dans les prochaines sessions, on va présenter de manière un peu plus précise les options qui sont possibles. On ne rentrera pas dans tous les cas. L'idée, c'est vous donner les champs du possible au niveau du DQL. Dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser le langage DQL de Dynatrace pour filtrer et traiter nos données. Donc, pour cela,
Bien évidemment, on peut directement passer en mode DQL, mais moi, ma petite astuce, c'est que en général, avant de vraiment rentrer dans les configurations un peu poussées, je commence toujours par mon filtre classique et du coup, je convertis mes filtres en langage DQL. Donc, dans notre cas pratique aujourd'hui, on va travailler sur des logs de type, sur des données de type de la technologie Nginx. Et donc, pour cela, moi, je viens ici et je filtre déjà sur l'ensemble de ces données. Je sélectionne les données de type Nginx. Donc, à ce moment, j'ai déjà fait un premier niveau de filtre. Donc, soit on peut passer par ici, soit lorsque je sais que je travaille déjà, par exemple, avec les données de type Nginx et lorsque j'ouvre une des données de type Nginx, donc vous vous souvenez, on avait parlé de la corrélation dans les précédentes sessions, donc vous retrouvez bien le bouton de corrélation qui va nous permettre de basculer des logs d'un pilier de type logs vers un pilier de type trace. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Donc, lorsqu'on regarde les paramètres d'une ligne de logs, vous voyez ici, on a la clé de la logs et on a sa valeur. Donc, si je veux par exemple dire que je veux uniquement, bon, j'ai pas pris celui-là parce que c'est du cluster, donc tous viennent d'un même cluster. Si je veux par exemple filtrer sur un node bien particulier, je peux dérouler ici et du coup, Dynatrace me propose deux options. Il y a l'option du presse-papier, donc ça veut dire que si vous cliquez là, vous êtes en train de vouloir copier la clé, pas la clé, vous êtes en train de vouloir copier la valeur de la clé en question dont vous avez regardé les détails. Et celui qui va nous intéresser, c'est celui qui est juste à côté, qui va nous permettre d'appliquer directement un filtre. Et donc, lorsque je clique sur ce bouton et que je remonte ici, vous voyez, Dynatrace nous a automatiquement rajouté un nouveau filtre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez, soit vous connaissez les noms des champs, dans ce moment vous filtrez, soit vous passez, vous essayez déjà de trouver l'ensemble des éléments, donc comme on a fait plus serveur Nginx, et puis dans le sous-ensemble de vos éléments, vous pouvez choisir une clé et filtrer dessus. Donc pour l'instant, nous on va travailler sur l'ensemble de données. Du coup, si vous êtes dans un scénario où vous avez déjà trouvé tous vos filtres comme ça, vous pouvez donc switcher en mode avancé qui est le mode DQL, et donc du coup Dynatrace vous convertit vos filtres simples en langage DQL. Pour présenter donc maintenant le langage DQL, avant toute chose, il faut donner une data source. Donc, dans notre cas, on verra les autres data sources plus tard. On est dans la data source de type fetch. Donc, la data source de type fetch, c'est une data source qui permet d'aller piocher de la donnée dans notre data lakehouse. Et donc, dans l'ensemble de ces données, on va choisir la donnée de type logs. Donc, pour voir, on peut tout simplement effacer ça. Et lorsque on met un espace, Dynatrace va automatiquement nous proposer les différentes options. Et donc, actuellement, on était sur l'option logs. Donc, vous pouvez décider de basculer sur l'option event, l'option bis event. Donc, ça, c'est en fonction des éléments sur lesquels vous voulez travailler. Mais en termes de syntaxe, c'est exactement la même chose. Donc, on va rester sur les données de type logs et puis on va jouer notre requête. Donc, dans une précédente session, on avait parlé de logs event, on avait parlé des limites. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'on exécute la requête, il y a la petite notification qui nous dit « Ah, attention, vous êtes sur une limite ». Si vous voulez bypasser cette limite, vous avez la syntaxe qui est positionnée ici, donc en grisé, donc elle n'est pas prise, elle est positionnée, mais en valeur par défaut, donc c'est celle-là. Et donc, du coup, vous pouvez décider de copier la valeur et de la positionner à ce niveau. Et à ce moment, vous n'êtes plus soumis à la limitation parce que Dynatrace va maintenant se baser sur vos limitations. Ça, c'était la première chose. Donc, bien évidemment, si vous voulez aussi travailler sur la limitation en termes de quantité de données, vous avez aussi la seconde option. Ça, c'était la présentation de la première ligne. On verra plus tard comment est-ce que, actuellement, vous voyez, on est en train d'afficher les données en fonction de notre filtre. Donc, actuellement, on est sur
891 kilobits de scanner. Si vous décidez de passer de 30 minutes à 24 heures et vous rejouez la requête, donc vous voyez, on a augmenté la quantité de données. Donc plus tard dans cette même session, on verra comment est-ce qu'on peut fixer la plage de recherche sans être dépendant du filtre général de Dynatrace. Ça, c'est important parce que lorsque je positionne le filtre ici, c'est sur ma session à moi. Donc, si je décide de partager la donnée, souvenez-vous, on a dit, lorsqu'on va travailler avec l'application de type Notebook, elle est construite pour être partagée. Donc, si vous ne fixez pas la donnée, vous pouvez être dans un scénario où vous partagez la donnée avec un collègue et vous attendez à ce que votre collègue ait le même espace-temps. À ce moment, lui, il est sur un autre espace-temps et en ce moment, vous n'aurez pas la même visu sur la donnée. Donc, dans certains scénarios bien précis, il peut être nécessaire de fixer la plage horaire. On verra ça plus tard, à la fin de cette session. Donc, ça, c'était pour la première ligne au niveau de data source. Et ensuite, vous voyez, à chaque ligne suivante, on a un pipe. Donc, le pipe, c'est comme lorsque vous travaillez en Linux. Donc, lorsque on va concaténer les commandes, donc la commande, on va déjà parcourir la data source et c'est le résultat de la data source qu'on va filtrer. Donc, c'est pour ça qu'on a le champ de type filter et l'ensemble des éléments qui vont ressortir de ce traitement, on va de nouveau les filtrer. Donc, gardez bien l'esprit que le pipe, c'est exactement le même fonctionnement que si vous faites un pipe lorsque vous faites des commandes de Linux. Donc, bien évidemment, vous avez le type filter qui va vous permettre de filtrer. Donc, c'est ce qu'on a déjà manipulé. Ça nous permet de filtrer déjà de manière grosso modo notre champ de données. Vous avez aussi une autre option qui est l'option du sort qui va vous permettre de classer les données. Donc, lorsque on est en mode sort, ici, on lui dit on veut classer nos données suivant le champ timestamp. Donc, c'est ce champ-là qui est le champ qui porte l'heure à laquelle l'élément, en l'occurrence, la logs a été généré. Et donc, actuellement, il est en descente décroissant. Et donc, vous pouvez décider de changer tout simplement l'ordre. Donc, c'est comme ça que vous pouvez changer l'ordre avec une option de type, un élément de type sort. Lorsqu'on a fait les filtres, vous avez vu, on est passé par le filtre classique et donc, du coup, il nous a rajouté des champs match. Donc après, vous verrez que vous pouvez utiliser d'autres options. On peut essayer de filtrer. Au lieu de faire exactement sur une valeur, on peut lui dire qui contient. Donc il y a un certain nombre de traitements que vous pouvez faire au niveau des filtres. Vous pouvez même ajouter des opérateurs arithmétiques pour faire vos filtres. Donc, ce qu'on va faire, on va donc rajouter un élément propre à nous. Donc lorsque je fais le sort, l'idée c'est de pouvoir... Donc, lorsque vous faites un espace, Dynatrace va proposer les différentes options du DQL. Donc, vous vous souvenez bien, on avait déjà le filter. Vous pouvez faire les join, vous pouvez faire les limites. Si vous parcourez, vous retrouverez le sort. Donc, après, vous pourrez faire des summarize, des choses comme ça. Donc, nous, on va faire un petit test avec le parse. Donc, lorsqu'on veut faire le parse, c'est là... Comme j'avais dit précédemment, lorsqu'on va faire du parse, c'est globalement le même travail qu'on aurait fait lorsqu'on traite la donnée avec du logstash, avec notamment du croc. Donc vous verrez que on sera dans une syntaxe qui est quasiment identique à la syntaxe croc que vous faites lorsque vous travaillez avec du logstash. Donc lorsqu'on veut parser, de la même manière, en général, lorsqu'on est sur un environnement logstash, on est plutôt sur un champ qui s'appelle message qui contient. Mais dans le cas de Grail, en général, le champ ça va s'appeler content. Donc, il est là. Le champ content qui transporte réellement notre ligne de logs. Donc, on a dit à Dynatrace qu'on veut travailler sur le champ content. Et donc, ensuite, il faut lui fournir une requête. Pas une requête, le pattern suivant lequel il va extraire nos données. Donc, je vais faire la petite parenthèse pour parler un peu des patterns de croc. Donc, ici, je vous ai mis
je mettrai en ressources du module le lien de cette page wiki dans lequel, pardon, de cette page GitHub dans laquelle vous pouvez retrouver les patterns. Les patterns, ils sont classés par technologie. Bien évidemment, faites attention si vous décidez d'utiliser par exemple du bind, de vous assurer que l'outil en question connaît bien ces patterns. Si ce n'est pas le cas, les outils vous donnent souvent des options pour importer les patterns, comme c'est le cas par exemple dans Logstash. Bon, pour nous, on va faire des choses simples. On va utiliser le Grok pattern qui est en général le pattern qui est reconnu par tous les outils. Vous n'avez pas besoin d'importer les éléments qui sont contenus dans le Grok pattern. Donc, bien évidemment, pour construire, il faut donc d'abord déjà analyser notre structure. Donc, on est dans du Grok parce que ça, c'est pas de la donnée JSON, c'est de la donnée plate. En général, le Grok est très indiqué dans ce genre de cas. Donc, lorsqu'on regarde nos lignes, on se rend compte qu'en tout début, en général, on a l'IP. Et donc, si on vient ici et qu'on se met à rechercher l'IP, Dynatrace nous dit, ah, j'ai un champ qui s'appelle IPv6. Si vous savez que votre champ c'est du type IPv6, vous pouvez donc prendre celui-ci et voilà l'expression régulière qu'il va utiliser pour matcher cela. Après, il vous dit, ah, si vous faites plutôt de l'IPv4, vous pouvez donc utiliser plutôt le pattern IPv4 et voilà l'expression que je mettrai pour reconnaître une IP de type V4. Mais nous, en général, des fois, on va être en IPv4, en IPv6 en fonction de la configuration du poste. Et donc, dans le Grok pattern, il y a un autre pattern qui s'appelle IP. Et lorsqu'on regarde l'expression régulière, en fait, il est en train de vous signaler que quand vous mettez IP, il va combiner IPv4 et IPv6. Donc ça, c'est vraiment celui qui nous intéresse. On aurait pu, là, dans notre exemple de nos données, on est en IPv4, donc on aurait pu mettre IPv4 en général, mais dans les bonnes pratiques, lorsqu'on fait du Grok, du pattern, c'est bien d'être toujours dans le plus général parce que si vous fixez IPv4 et pour X ou Y raison, il y a un seul client qui vous fait IPv6, vous irez en erreur. Donc ici, je lui dis, moi je vais faire de l'IPv4. Donc lorsque je fais l'IPv4, je lui dis, si tu trouves un champ de type IPv4, tu l'appelles client IP. Donc à ce moment, je copie. Dans ma page, je n'ai qu'une seule référence à IPv4, donc je peux jouer ma requête et de nouveau refaire ma recherche. Désormais, Dynatrace, donc du moins le navigateur me disait désormais deux champs parce que Dynatrace a créé un nouveau champ qu'il a appelé IPv4 et dans IPv4, il a positionné notre IP. Et donc si j'avance dans le navigateur, je retourne dans le champ Content, vous voyez, il a bien récupéré notre IP qui était en 4336. Pardon. Donc, l'autre exercice qu'on va faire, on va essayer de récupérer la date. Donc, ça, c'est maintenant les éléments il y a d'autres syntaxes lorsque vous faites du Grok pur, avec des espaces et choses comme ça. Mais dans Dynatrace, il y a des champs de type LD qui vont permettre de séparer pour prendre un bloc de données. Donc, je mets du LD pour dire tu m'occupes le bloc. Et ensuite, je vais récupérer la date. Ça, c'est des choses que vous apprendrez au fil de vos manipulations. Pour ceux qui ne sont pas habitués à ça, vous avez du HTTP date qui va vous permettre de renseigner votre date. Et donc, comme on est sur du Jinx, c'est bien du HTTP date. Et puis, je l'appelle date. Et puis, je peux exécuter ma requête. Et désormais, je regarde ici. Et il me dit, j'ai désormais un champ qui s'appelle HTTP date et qui porte la date en question. Donc, ainsi de suite, on peut rajouter autant de requêtes que l'on veut pour filtrer les données exactement comme on veut. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir qu'on peut rajouter un champ qui va être un champ composé. Et puis, on s'arrêtera là en termes d'exemple. Donc, je peux utiliser la requête field pour lui demander de m'ajouter un champ. Donc, vous voyez, au niveau de notre requête, on se retrouve avec plein de champs. Des champs historiques, imaginez-vous, on n'a pas besoin de tous ces champs. Donc, on utilise par exemple la requête field et on lui dit qu'on veut le champ
timestamp. Bien évidemment, ça nous permet de voir l'espace-temps. On lui dit qu'on veut récupérer le champ client IP. On avait aussi créé le champ date. Et bien évidemment, on peut lui dire de nous garder le champ content. Donc, vous faites une liste, hein, vous donnez tous les champs qui vous intéressent. Et désormais, vous voyez, la barre de navigation a disparu parce que maintenant, on est sur un nombre de champs assez limité. Donc, c'est comme ça qu'on fait le traitement au niveau des QL. De la même manière que lorsque vous faites du logstash, vous pouvez créer de nouveaux champs à partir de champs existants. Donc, je peux lui dire... je lui fais par exemple du fields add. Donc, pour dire je rajoute un champ. Donc, je dis le champ, c'est un champ qu'on va appeler test. Et dans test, je lui dis que tu auras la valeur demain. Bon, ce n'est qu'un exemple. Et automatiquement, vous voyez, on a un nouveau champ qui a une valeur qui est en due, qui est demain. Bon, ça, ce n'était que du test. On va prendre un cas un peu plus concret. Imaginez-vous, on souhaite récupérer, par exemple, on veut créer un champ get dans lequel on dit est-ce que c'est du post ou du get qui est fait. Donc, au lieu de l'appeler test, je l'appelle get. Et je lui dis, au lieu de fixer le champ en dur, je lui mets une condition. Je lui dis si tu te rends compte que le champ content a comme valeur get, tu lui affectes true. On a bien fait mettre toutes les parenthèses, oui, et puis on joue la requête. Donc là, désormais, on a le champ qu'on a appelé get et on va vérifier. Ici, on est en post, donc il est bien nul. Et ici, on est en get et on a désormais une valeur true. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez séquentiellement rajouter des champs pour construire votre requête. Donc, vous avez des champs qui vont faire des sommes, vous pouvez mettre des conditions, vous pouvez mettre des and comme on a fait ici. Et c'est comme ça que vous construisez votre requête DQL. Bien évidemment, là, actuellement, on a un mode table. Donc, bien évidemment, vous avez des options qui vont vous permettre de créer la donnée qui pourra être exploitée en type bar ou single value. Et puis, pour faire, par exemple, ce genre de traitement. Tout à l'heure, je vous ai parlé des data sources. Donc, si on revient dans la doc Dynatrace, au niveau des data sources, donc, actuellement, on a travaillé avec la data source de type fetch. Donc, je vous ai dit, c'est la data source qui permet de charger les données spécifiant d'une ressource bien spécifique. Et vous avez des data sources de type describe qui va permettre de décrire un élément. Donc, si je prends par exemple cette syntaxe-ci comme élément de test et que je colle là et que je l'exécute, en fait, pour l'élément DT Entity Host, Dynatrace nous informe que voilà les champs dont on dispose et pour chacun de ces champs, voilà son type. Ça peut être intéressant lorsque vous êtes en train de travailler sur des ressources, lorsque vous voulez faire des sommes, des comparaisons. Donc, bien évidemment, si c'est un champ de type string, vous comprenez que vous ne pouvez pas faire des comparaisons. Donc, vous pouvez utiliser le describe pour voir quel est le type du champ et pour savoir à peu près quel genre de traitement vous pouvez faire sur votre champ. Tout au-dessus, on a un champ de type data, qui va vraiment être le champ qui va vous permettre de tester plus de la donnée. Donc, si je prends ça comme exemple ici, et on va décrire ce que ça fait. Donc, déjà, comme j'ai dit, on était sur du fetch, pardon, ou du describe ou du data. Donc, ici, vous voyez, on a des records. Donc, on lui donne des données. Donc, on a un premier record ici, et là, on a un deuxième record. Donc, on dit, je te donne mes données. Donc, là, on n'est plus en train de... Là, ce n'est plus... Je vais dans Grell récupérer, c'est je te donne des données et je vois comment est-ce que tu peux les traiter. Donc, si vous voulez par exemple jouer avec des données et que vous n'avez pas, vous savez pas trop, vous pouvez déjà vous-même fournir vos données et les traiter et faire des filtres sur des choses comme ça. Vous voyez par exemple ici, pour le champ event qui est là,
on regarde la longueur de la chaîne et si c'est supérieur à 4, on fait un traitement. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire des supérieurs, on peut faire des inférieurs. Là, on est un peu dans le cas, voilà, ça c'est un cas qui ressemble un peu à ce qu'on a fait tout à l'heure, dans lequel on a créé un champ en condition. Et donc, lorsque vous exécutez, donc on a mis 2 données. Bien évidemment, ici, vous pouvez rajouter une 3e donnée. Donc ici, on a le fil de l'event. Et je mets par exemple ça. Et que j'exécute. Vous voyez, actuellement, j'avais 2 données qui s'affichaient. Et donc, j'ai rajouté une 2e donnée dans laquelle ma condition ne rentre pas. Parce que, vous voyez, ici, on a dit qu'on a mis un filtre qui vérifie que le champ event, son contenu a au moins 4 champs. Et donc, nous, on n'est pas dans ce cas. Et donc, si je rajoute ici Feld, on a désormais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, lorsque je réexécute, on a désormais 3 champs. Donc, vous pouvez faire énormément de traitements sur vos données. Vous mettez des conditions sur des données, vous mettez des conditions sur des contenus pour pouvoir les travailler. Une chose très importante, là, vous êtes vraiment en mode DQL. On est sur des choses qui ne sont pas possibles avec des champs classiques. Donc, si vous souhaitez, ou si vous cliquez par mégarde sur le champ en question, et que vous pensez qu'en recliquant, vous aurez de nouveau votre valeur, vous les perdrez. Donc, ne faites de la bascule que si vous êtes sur de la donnée de type filtre. Dès que vous rajoutez des sortes, des conditions, il ne faut pas basculer en mode simple, sinon vous allez perdre votre travail. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez basculer, faites une copie de votre travail et vous le sauvegardez à côté. Ça, ce n'était qu'une introduction sur les capacités de l'outil DQL, une introduction sur les capacités du DPL où on a fait du pattern. Et l'idée, c'est d'être sur de la vraie donnée et de pouvoir être sur des cas bien précis et de travailler de la donnée. Moi, le seul conseil, c'est aller dans la documentation, regarder les options qui sont possibles, faites des tests et modifiez vos données. Dans cette nouvelle session, nous allons voir comment on peut gérer les différents types de visualisation. Dans les sessions précédentes, on avait construit cette requête DQL qui nous a permis donc d'afficher ces informations sous forme de tableau. Comme je vous l'avais dit, c'est affiché sous forme de tableau parce que par défaut, c'est l'option Table qui est sélectionnée dans les Visualization Type. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser les autres modes de visualisation. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va déjà commencer par sélectionner les autres modes et donc Dynatrace nous informe qu'on a une erreur sur notre requête, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, sur ce type de visualisation, c'est une visualisation qui permet d'afficher un nombre unique. Et donc, nous, on a généré un tableau. Et donc, c'est pour cela que, comme aide, il nous informe qu'on peut utiliser l'option Summarize pour transformer notre donnée de manière à être visible en single value. Si on va sur la partie BAT, on obtient le même résultat, à la différence que cette fois-ci, il nous parle de faire déjà une somme, mais il nous recommande par exemple de faire des groupements, parce que comme vous le savez, quand vous voulez faire des diagrammes de type bar, c'est donc une répartition. Et donc pour faire une répartition, il faut donc être dans le scénario où vous groupez les éléments. Bon, pour ceux qui sont familiers avec des langages comme du SQL, vous avez une option group by, et donc dans Dynatrace, c'est simplement le by. Et donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Si je reviens sur notre graphe, on remarque ici qu'au niveau de notre get, on avait vu que quand vous continuez vos quêtes DQL, vous pouvez mettre des conditions. Et donc, dans nos conditions, vous remarquez ici que lorsque ça match, on a bien notre true, mais lorsque cela ne match pas, on a des valeurs nulles. Donc l'idée, c'est qu'on va légèrement faire évoluer notre requête. Et donc, dans l'évolution, au lieu de dire qu'on a ici le get, vous savez, lorsqu'on travaille en HTTP, on a ce qu'on appelle la méthode. Et donc la méthode, ça permet de regrouper l'ensemble des méthodes qui existent en HTTP. On a le get, le put et ainsi de suite. Et donc là, je peux renommer donc mon champ qui devient désormais méthode. Ça ne résout pas pourtant mon problème, tout simplement parce que désormais, dans
la méthode, il faut donc qu'on fasse des conditions. On veut avoir dans la méthode, est-ce que c'est du put ou éventuellement est-ce que c'est une autre méthode. Et donc, on va donc faire évoluer notre requête. Et donc ici, au lieu d'afficher comme valeur true, on va donc plutôt lui afficher une chaîne de caractères. Donc, en l'occurrence, ça va toujours être notre requête get. Et donc, ce que nous, on souhaite faire désormais, c'est que si il se rend compte que ce n'est pas du get, à ce moment, on peut donc faire évoluer notre requête. On était sur requête if, et donc, on peut donc profiter pour introduire le else. Et donc, utilisez les options que vous propose Dynatrace avec l'autocomplétion. Donc, utilisez ça, ça va vous aider à construire vos requêtes. Et donc, moi, mon else, j'aurais pu utiliser une variable qui existait déjà, mais nous, on est dans le cas où on veut fixer en du. Je mets par exemple audace. Et donc, désormais, on a un champ qui va s'appeler méthode. Et donc, dans méthode, on a audace lorsque c'est autre chose que du get. Et on aura du get lorsque c'est effectivement notre get. Donc, c'est comme ça que vous pourrez construire vos requêtes. Donc, maintenant, si on revient sur l'objet de cette session, qui est les types de visualisation, donc on va introduire donc la somme. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va commencer déjà par transformer ça en une valeur unique. Vous vous souvenez, en tout début de la session, on a dit qu'on pouvait utiliser le summarize. Donc, je fais appel à summarize. Et donc, il faut, par exemple, lui dire comment est-ce qu'on fait notre somme. Je peux décider de le compter. Mais nous, dans notre cas, je peux, par exemple, décider de créer un nouveau champ que je veux, par exemple, appeler number. Et donc, dans le numbers, que je décide d'insérer mon count. Et donc, lorsque je fais donc mon compte comme ça, désormais, on se retrouve avec un tableau à une seule valeur. Et donc, vous retrouvez bien notre colonne qui est à ce niveau. Donc, souvenez-vous, j'ai dit on pouvait s'en passer. Mais assez souvent, vous vous rendrez compte que vous aurez besoin de nommer parce que vous ne nommez pas par défaut, il le nomme count. C'est pour cela que nous, on peut faire, dans mes habitudes, je préfère toujours nommer mon champ pour éviter d'avoir les noms par défaut. Et donc, compte tenu du fait que désormais j'ai une valeur unique, et donc je peux donc désormais afficher mon résultat de ma requête sous forme de single value. Donc, vous avez bien compris, pour passer en single value, il faut absolument que vous ayez un résultat qui est unique. Donc, nous, ce qu'on va essayer donc de faire, c'est de passer de cet affichage vers du bar. Et donc là, bien évidemment, comme on l'avait dit en début de session, il faut grouper les valeurs pour qu'ils puissent faire de différentes barres. Et donc, nous, on va donc se reposer sur notre champ qu'on a créé précédemment. Vous vous souvenez, on a créé le champ méthode. Pour rappel, donc, on va donc essayer de lui demander de grouper. Donc, à ce niveau, je peux décider de faire mon by. Et donc, il me demande sur quel champ. Et donc, c'est pour ça qu'il me propose, par exemple, d'utiliser un champ préexistant. Et donc, on veut grouper par méthode. Et donc, tout ce que j'ai à faire, c'est d'exécuter ma requête. Et donc, désormais, vous avez donc la répartition de vos méthodes HTTP et les autres. Et donc, bien évidemment, on pourrait être dans le cas où vous avez décidé de ne pas regrouper les requêtes parce que vous pouvez, dans un scénario, vous avez besoin d'avoir l'individualité, avoir les deletes ensemble, avoir les posts ensemble. Mais nous, pour nos différentes manipulations, on a fait le choix pour profiter et utiliser les conditions. Donc, bien évidemment, pour résumer, pour cette session, lorsque vous voulez travailler avec des barres, il vous faudra faire du summarize et en plus du summarize, il faudra regrouper les valeurs par un champ. Et donc, à partir de ce regroupement que Dynatrace pourra construire votre diagramme. Et puis, bien évidemment, pour le single value, il faut que le résultat de votre requête DQL soit en valeur unique. Dans cette nouvelle session, nous allons parler de la différence entre une application Logs et l'application Logs and Events. Pour rappel, on a dit que lorsque vous avez une souscription SAS, vous pouvez donc bénéficier du Data Lakehouse GREL. Et donc, si vous êtes une souscription managed, vous ne pourrez pas en bénéficier. Et donc, par conséquent, pour ceux qui ont une souscription SAS, vous pourrez donc avoir accès à GREL et donc avoir accès à l'ensemble des applications qui manipulent de la donnée disponible dans GREL. Et donc, comme on a introduit l'application Logs and Events, qui est une application qui permet de gérer des logs et des événements qui sont présents dans votre Data Lakehouse GREL.
Une chose qu'on s'est rendu compte assez régulièrement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on fait des formations en présentiel, qui confondent tout de même ces deux notions. Lorsque vous êtes sur une souscription de type Manage, vous avez une application qui s'appelle Logs tout court. À ne pas donc confondre avec l'application Logs and Events. Cette application Logs va vous permettre de suivre les logs de vos événements. Bien évidemment, les événements qui vont être affichés dans cette application Logs ne sont pas les événements qu'il récupérera dans Grell, mais ce sont vraiment, lorsqu'on va récupérer les traces, ça va être du fonctionnement classique de Dynatrace qui pourra être accessible par cette application Logs. Là où, à ce niveau, c'est plutôt assez simple à comprendre. Lorsque vous êtes une souscription de type Manage, vous avez l'application Logs qui permet de voir les logs de vos événements. Lorsque vous êtes une souscription de type SAS, vous avez Logs and Events qui va tirer profit de Grell. Là où la confusion s'intensifie, c'est que désormais, dans les nouvelles versions Dynatrace SAS, désormais, vous avez une application qui s'appelle Logs. Et donc, c'est cette application Logs que les gens confondent beaucoup avec l'application Logs que vous avez dans du Manage. Donc, c'est bien deux applications différentes. En début de session, on a dit qu'il y avait les nouvelles et les versions classiques de chaque application. On l'avait vu pour les dashboards, on l'a vu pour les problèmes. Et donc, Dynatrace a donc introduit aussi une nouvelle application pour le Logs Event, puisque Logs Event avait été construit dans le modèle des applications de type Manage, donc on va dire les classiques. Et donc, Dynatrace a donc introduit Logs and Events. Donc, si on retourne par exemple dans notre application Logs, donc désormais vous remarquez donc que l'application Logs and Events qu'on a toujours utilisée a été renommée pour devenir l'application Logs and Events classique. Et donc, compte tenu du fait que cette application est devenue l'application classique, donc ils ont donc créé une nouvelle application qu'ils ont appelée Logs. Donc, si je rentre dans mon application classique, comme on l'avait dit, il y a cette notion de cache qui vous permet par exemple de ne pas perdre votre requête lorsque vous sortez l'application. Donc, vous vous souvenez bien de notre requête. Et donc, lorsqu'on a notre requête, on peut donc simplement décider de copier ces requêtes. Et donc, on va dans l'application Logs. Et désormais, elle est aussi conçue dans le nouveau modèle des applications Dynatrace. Et donc, bien évidemment, comme pour l'application Logs and Events, vous aviez des filtres. Donc, dans cette nouvelle application, vous avez beaucoup plus de filtres. Donc, vous pouvez déjà avoir nativement des filtres de warning error. Et donc, bien évidemment, ce n'est pas cette utilisation basique qui nous intéresse. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans le petit 3 points et donc passer en mode DQL. Et donc, lorsque vous êtes en mode DQL, vous pouvez donc décider de copier votre requête et donc vous pouvez la jouer comme sur une application Logs and Events. Et donc, bien évidemment, lorsque vous avez fini, vous pouvez de nouveau décider de retourner dans l'organisation en filtre. Et donc ça, c'est là que ça marque la grosse différence entre l'application Logs et l'application Logs and Events. Lorsque vous rebasculez en mode filtre sur Logs and Events, vous perdiez votre requête DQL. Alors que dans cette nouvelle application, lorsque vous basculez, vous ne perdez pas vos filtres. Et puis bien évidemment, vous avez toujours ces notions de ouvrir avec. Et donc, on remarque donc que désormais, le nombre d'applications ont été enrichis par rapport à ce qu'on avait introduit en début de formation. Mais au niveau du fonctionnement, ça reste exactement le même fonctionnement. Donc, dans les sessions suivantes, on va voir comment est-ce qu'une fois que vous avez construit votre requête, comment est-ce que vous avez filtré, trié, traité vos données, vous pourrez donc les envoyer dans un tableau de bord, dans un notebook, ainsi de suite. Dans cette nouvelle session, nous allons parler gestion du time frame. Pour ceux qui sont habitués à travailler avec des outils tels que du Elasticsearch, tels que du Grafana, vous avez eu l'habitude de travailler avec ce genre de solution dans lequel vous aviez un menu et vous pouviez choisir une plage horaire. Bien évidemment, que ce soit dans ces outils ou même dans Dynatrace, comme on l'a déjà vu, vous pouvez personnaliser ces plages d'horaire en utilisant des variables. Parce que là, ça fait que lorsque vous allez construire votre représentation, elle va être basée sur le time frame fourni par l'interface. Donc, si vous construisez votre visualisation et que vous avez paramétré les dernières 24 heures,
ça sera enregistré les dernières 24 heures. Mais si vous passez cela à un collègue et qui a par exemple modifié ce time frame, vous n'aurez pas la même visualisation. Et donc, des fois, il arrivera que vous ayez besoin de faire une visualisation qui ne fait le focus sur une time frame fixe, peu importe ce que l'opérateur aura défini ici. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle session. Comment est-ce que vous pourrez ajouter le time frame, du moins vous pourrez fixer le time frame dans votre requête DQL. Dans les sessions précédentes, on avait vu qu'on faisait du fetch sur du logs, on a vu qu'on avait différentes options, on a vu le sampling ratio, le scan limit gigabit, et donc on va donc introduire le time frame à ce niveau. Donc tout ce qu'on peut faire, bien évidemment, vous pourrez compléter en rajoutant une virgule, mais vu que ça c'est des commentaires, je peux simplement les supprimer, et donc à ce moment, je peux décider de définir mon time frame. Et donc, lorsqu'on veut définir le time frame, vous avez deux options. La première option, c'est ce que on définit comme plage de début, plage de fin. Et donc, vous avez donc, bien évidemment, erreur de manipulation au niveau du clavier. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de définir un from. Et donc, lorsque vous faites votre from, vous pourrez fixer vos plages horaires, mais ce qui est souvent recommandé, c'est d'utiliser des expressions de mots-clés. Donc, je dis par exemple à partir de maintenant, et je lui dis que par exemple pour les 2 derniers jours. Et donc, vous pourrez utiliser ces expressions D pour les days, H pour les heures, et donc ça vous permet de gérer votre time frame. Et donc, vous avez ainsi défini un from. À côté d'un from, assez souvent, lorsqu'on définit un from, on définit donc une destination. Et donc, ça se fait avec le tout. Donc, le tout, bien évidemment, pour aussi utiliser ce genre d'expression. Pardon. Donc, vous faites votre now. Et donc, vous pouvez faire moins 2 heures. Et donc, on n'a plus qu'à jouer la requête. Et donc, désormais, nos éléments sont filtrés. Vous voyez, comme on a mis sur une plage de 2 jours. Et donc, on a des logs qui s'affichent. Donc ça, c'est comme ça que vous pouvez définir votre time frame avec la syntaxe from tout. Et donc, bien évidemment, c'est à vous maintenant de jouer sur vos paramètres ici. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de partir sur le now. Vous pouvez simplement mettre les 2 derniers jours. Donc, comme vous avez vu, ce sera à vous de combiner vos différentes requêtes. Puis, bien évidemment, comme tout time frame, il ne faut pas faire de confusion entre le début et la fin. Parce que si vous définissez un from qui est supérieur à tout, vous aurez des erreurs de syntaxe. Donc, faites bien attention à cela. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez fixer en dur le time frame dans votre requête. À côté de ça, vous avez cette syntaxe en from to. Donc, je fais un point de départ, je fais un point d'arrivée. Vous avez une autre syntaxe qui est vraiment la syntaxe. Pardon, j'ai vraiment un gros problème de clavier ce matin. Vous avez la syntaxe en time frame. Et donc, je définis mon time frame. Et donc, dans le time frame, ça va être exactement comme le from et le tout. Et je donne toujours ma date de départ. Cette fois-ci, vous êtes sur du timestamp. Donc, c'est du 2024. Je lui dis par exemple le mois de septembre et je lui dis que je veux les logs du 10. Et donc, je peux m'arrêter là ou je peux carrément préciser une plage horaire. Donc, je vais ceux de 12 heures jusqu'à ceux du 2024. 2024 09 09 15. Et donc, je peux donc jouer ma requête. Et donc, désormais, quand vous regardez donc votre colonne avec le content, vous voyez que votre date s'est donc mise à jour. Dans les sessions précédentes, on a vu comment est-ce qu'on pouvait construire des requêtes DQL qui allaient
piocher des informations dans un Data Lakehouse Grell. Et donc, dans cette nouvelle session, on va voir comment, une fois que vous aurez construit votre requête, vous pourrez l'insérer dans différents éléments. Donc, si vous souhaitez transférer, par exemple, le résultat ou carrément la requête dans d'autres applications, vous avez le bouton Open with, donc ouvrir avec. Donc, il vous suffit de cliquer sur ce bouton et donc vous avez une série d'applications. Bien évidemment, vous pouvez retransférer, ça n'a pas trop d'intérêt, mais c'est possible. Ce qui va nous intéresser dans cette session, c'est de transférer nos applications dans l'application Notebook. Pour rappel, l'application Notebook, c'est une application qui va vous permettre, comme les tableaux de bord, de construire des représentations, mais l'application Notebook est beaucoup plus été construite particulièrement pour le partage, alors que les tableaux de bord sont construits plus pour de la visualisation. Donc, lorsque vous voulez ouvrir avec, bien évidemment, vous remarquez qu'il y a deux applications, deux fois l'application Notebook, mais en réalité, c'est la même application. Vous avez la seconde option, comme c'est indiqué dans la description. Cette application vous permet de visualiser le rendu dans le notebook sans pour autant quitter l'application Logs and Event. Et donc, si vous souhaitez transférer directement vers une application Notebook, tout ce que vous avez à faire, c'est de sélectionner Notebook. Et donc, à ce moment, comme on l'a dit, dans le second cas, on reste à l'application Log and Event, et alors que dans ce nouveau cas, on est en train d'être transféré vers une nouvelle application qui est Notebook. Et donc, lorsqu'on transfère, il nous demande deux choses. Si vous aviez déjà des notebooks, vous auriez tout simplement eu à sélectionner un notebook que vous aviez déjà précédemment créé. La case est grisée, c'est pour dire que soit je n'ai pas créé de notebook, soit il y a des notebooks, mais mon compte ne me permet pas d'y accéder. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un nouveau notebook. Et donc, lorsqu'on fait créer un nouveau notebook, le notebook, il est créé, on récupère bien notre requête et avec notre requête, on récupère bien notre résultat. Et donc, bien évidemment, vous pourrez reconstruire vos requêtes et à ce moment, vous n'aurez plus qu'à gérer les différents affichages possibles. Bien évidemment, vous récupérez bien votre requête qui est là et en dessous, vous avez le résultat. Mais vous pouvez aller au niveau des options parce que comme vous remarquez ici, l'option qui est positionnée par défaut, c'est l'option qui nous permet d'afficher sous forme de tableau et donc bien évidemment, vous pourrez choisir d'autres visualisations. Comme vous pouvez le remarquer ici, on a des visualisations qui sont grisées tout simplement parce que, souvenez-vous, lorsqu'on était dans l'application Logs and Event, il y avait certaines visualisations qui n'étaient pas possibles parce que la structure de la donnée ne le permettait pas. Et donc, c'est la même information. Si vous voulez afficher sous forme de barre, comme on l'avait vu dans la précédente session, il faut éventuellement rajouter des summarize au niveau de votre requête. Et donc, ici, vous avez les mêmes contraintes. Donc, il faut, pour choisir une visualisation, il faut qu'elle soit adaptée à la donnée que vous avez. Les visualisations suivantes sont masquées, tout simplement parce que la structure de nos données ne permet pas. Donc, de la même manière, vous pouvez rajouter des summarize et autres pour rendre compatible avec tel type ou tel autre type de visualisation. Et puis, bien évidemment, vous avez tout ce qui va être cellules, colonnes pour pouvoir personnaliser l'affichage de vos différentes colonnes. Et c'est comme ça que vous aurez créé votre notebook. Et puis, bien évidemment, tout ce que vous aurez à faire, c'est par exemple renommer mon notebook. Vous pouvez lui donner un nom particulier. Et puis, bien évidemment, comme on l'a dit, le notebook, c'est un regroupement de ce qu'on appelle couramment les dashlets. Donc, c'est des petits tableaux, des petites représentations. Et donc, vous pouvez tout simplement essayer de faire un plus et donc vous rajouter de nouvelles visualisations. Ça, c'est soit vous avez créé la visualisation et ensuite par ce chemin vous recréez. Mais si vous avez par exemple une nouvelle requête à insérer, vous pourrez retourner dans le Logs and Event et recommencer votre requête. Et donc, vous avez différentes options. Soit vous le faites depuis l'application Notebook, soit vous le faites depuis le Logs and Event. Et à ce moment, vous aurez plus qu'à l'ouvrir avec. Et puis bien évidemment, compte tenu du fait que votre tableau de bord sera déjà disponible, vous n'aurez donc plus qu'à le rajouter. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans Logs and Event.
puis à ce niveau, imaginez, je décide par exemple de ne pas rajouter ce fil pour dire qu'on a une autre visualisation. Et donc là, je me retrouve avec une deuxième visualisation. Je peux donc décider lui aussi de l'envoyer. Et donc, je resélectionne mon application. Et à ce moment, désormais, vous remarquez donc que le bouton n'est plus grisé puisque Dynatrace m'informe qu'il y a un tableau de bord sur lequel j'ai les droits d'écriture. Et donc, je peux décider de le sélectionner et d'envoyer ce nouveau diagramme. Et donc, c'est comme ça que vous vous retrouvez avec différents diagrammes. Bien évidemment, il y a des configurations que Dynatrace va vous permettre de faire, notamment de resizer, de déplacer, tout ce genre de choses qui sont possibles lorsque vous travaillez avec l'application Notebook. Dans les sessions précédentes, on a vu comment vous pouvez construire des requêtes DQL pour interroger vos données dans le Data Lakehouse GREL. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'une fois que vous avez construit votre requête pour laquelle vous avez obtenu le résultat que vous souhaitez, comment est-ce qu'on peut la rajouter dans un tableau de bord de la même manière qu'on l'avait fait pour un notebook. Et puis bien évidemment, en fonction des différentes applications qui sont compatibles DQL, vous verrez qu'il est aussi possible de transférer ces données. Donc une fois que je construis ma requête, on repart de la même requête. Donc je l'ajoute. Et puis bien évidemment, vous vous souvenez qu'on avait vu que vous pouvez changer la visualisation, la représentation. Là, on est dans une représentation de type tableau. Vous pouvez faire une représentation de type single value, mais comme on l'avait déjà expliqué, certaines représentations exigent un formatage. Bien évidemment, vous avez vu, on était dans une représentation qui est sous forme de tableau. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas la représenter en single value, tout simplement parce que la single value, ça est utilisé lorsque vous avez une seule valeur représentée. Donc, comme on l'avait dit, formatez vos données en fonction de la représentation que vous souhaitez. Nous, on va utiliser la représentation sous forme de barre, qui est une très bonne représentation dans notre scénario. Et puis bien évidemment, comme pour le notebook, on va faire ouvrir avec. Et donc, plus les applications deviendront compatibles avec du DQL et plus vous verrez de nouvelles applications qui vont apparaître. Nous, l'application qui nous intéresse, c'est le dashboard. Vous remarquez bien le logo, c'est bien évidemment l'application dashboard de nouvelle génération qu'il ne faut pas confondre avec le dashboard classique qui est plus destiné à des environnements de type manage. Donc lorsque je sélectionne mon dashboard, Dynatrace me demande de sélectionner le tableau dans lequel le dashboard dans lequel je souhaite le rajouter. Comme je n'ai pas de dashboard, je ne peux pas sélectionner dans la liste. Bien évidemment, cette liste est liée à mon compte. Donc, lorsque je me suis connecté, Dynatrace, en fonction de mes droits, va identifier un certain nombre de tableaux de bord. Donc, lorsque Dynatrace ne me renvoie rien, cela signifie simplement que je n'ai pas de tableau de bord sur lequel j'ai les droits d'écriture. C'est pour cela que Dynatrace ne me propose pas. Mais si vous aviez des tableaux de bord sur lesquels vous aviez des droits d'écriture, Dynatrace vous les aurait proposés. Et donc, ce que l'on peut faire, nous, c'est créer donc un nouveau tableau de bord. Et donc, automatiquement, Logs.Event va transférer notre requête dans le tableau de bord. Et donc, Dynatrace nous demande de sélectionner une visualisation. Vous vous souvenez, on avait dit qu'on voulait le faire sous forme de barre de l'autre côté. Donc, on va par exemple dire qu'on veut le représenter sous forme de pie chart. Et donc, vous retrouvez bien notre donnée. Et puis, bien évidemment, en fonction du formatage de votre métrique, vous aurez des représentations plus ou moins différentes. Et puis, bien évidemment, Dynatrace va vous offrir un certain nombre de paramètres qui vont vous permettre de personnaliser. Est-ce que vous voulez changer la couleur? Est-ce que vous voulez changer des commentaires? Et donc, c'est ces différents éléments que Dynatrace va vous permettre de manipuler dans cette section. À ce niveau, on a une visualisation qui n'a pas de titre, donc vous pouvez rajouter un titre. Là, je lui rajoute Dashlet. Donc, vous voyez, le titre que l'on a renseigné, c'est le titre de la représentation. Bien évidemment, on pourrait rajouter plusieurs représentations, donc ça devient intéressant de mettre un titre à votre représentation, à ne pas confondre avec le titre du tableau de bord qui se retrouve plutôt ici. Et donc, vous pouvez juste renommer en tableau de bord.
Donc, ne confondez pas le nom du tableau de bord avec le nom de la dashlet. Les dashlets, ce sont ces mini encadrés que vous allez juxtaposer pour pouvoir construire votre tableau de bord. Et puis donc désormais, vous avez à ce niveau l'ensemble des tableaux de bord qui sont disponibles. Et donc, si on retourne dans l'application Dashboard, on se rend compte qu'il y a plus de tableaux de bord que prévu, mais en fonction des droits, Dynatrace m'affiche les tableaux sur lesquels j'ai des droits. Et donc, je retrouve bien mon tableau de bord qui est là. Et donc, désormais, j'ai bien accès à mon tableau de bord. Si l'on retourne dans Logs and Event, on va voir qu'il est possible de rajouter une nouvelle. Donc, imaginez le scénario, vous reconstruisez une nouvelle requête qui correspond à un autre besoin et tout ce que vous aurez à faire, c'est l'ouvrir avec et puis vous aurez juste à choisir le dashboard. Et donc, lorsqu'on sélectionne désormais, si on va dans le select, vous voyez, désormais Dynatrace nous dit qu'on peut désormais sélectionner ce tableau de bord puisque désormais on a le droit. Bon, il y a même une faute d'orthographe, c'est pas grave. Donc, si je sélectionne mon tableau de bord et donc je confirme et donc désormais je me retrouve donc avec deux représentations sur le même tableau de bord. Et donc ici, je peux sélectionner une visualisation de type tableau. Et donc c'est comme ça que vous pourrez ordonner vos différentes représentations en fonction de si vous voulez faire une taille, si vous voulez plutôt déplacer l'élément pour les mettre côte à côte. Et donc c'est comme ça que vous allez juxtaposer les éléments pour construire votre tableau de bord. Vous pourrez les tirer, vous pourrez les juxtaposer pour construire la visualisation qui correspond à vos besoins. Et donc c'est comme ça qu'à partir d'une requête DQL que vous aurez construit, comme on l'a vu, vous pourrez vous baser sur les piliers de l'observabilité, vous pourrez vous baser sur les événements métiers. Et donc une fois que vous avez construit votre requête, vous pourrez l'ajouter dans des tableaux de bord, dans des notebooks, bien évidemment dans d'autres représentations. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler des bonnes pratiques pour construire une requête DQL. Je vais citer un ensemble de bonnes pratiques, mais ce que vous devez garder à l'esprit, c'est que quand vous construisez une requête DQL, dites-vous que c'est du calcul. Et donc, comme c'est du calcul, c'est du processing. Donc, vous allez consommer de la puissance CPU. Et donc, pour éviter de consommer de la puissance CPU, vous devez donc commencer toujours par réduire le scope. Comment est-ce qu'on va voir donc comment est-ce qu'on peut réduire le scope. Dans les précédentes vidéos, j'ai introduit la notion de time frame. On a vu qu'il y avait deux manières d'introduire la time frame. On a vu qu'on pouvait le définir de manière statique. Donc, je définis une time frame fixe, donc, dans laquelle je donne le mois, le jour, l'année, l'heure, minute, seconde, en from et en tout. On a aussi vu qu'on pouvait faire des time frames dynamiques. Donc, c'est de dire, je veux les 2 dernières heures, je veux les 2 derniers jours, je veux la dernière semaine. Donc, ça, c'est déjà des éléments qui vous permettent donc de cloisonner. Et donc, on avait vu, vous pourrez donc rajouter, par exemple, au niveau de votre requête, vous pouvez donc lui rajouter une requête de type from. Donc, et donc, dans lequel vous dites, par exemple, que je veux, par exemple, la dernière heure. Donc, vous dites que je veux la dernière heure et pardon. Et donc, vous lui mettez votre tout et vous lui dites, par exemple, que sur la dernière heure, je veux, par exemple, récupérer, par exemple, les 10 dernières minutes. Et donc, là, je peux exécuter ma requête. Donc, vous avez vu, donc rien que par cette définition de la time frame, je cloisonne mon champ de recherche. Ça, c'est déjà la première action que je vous recommande. À côté de l'action sur la time frame, vous pouvez aussi jouer sur la limite de données à traiter, qu'on avait aussi vu, que vous utilisez le scan limite gigabyte. Vous pouvez aussi jouer sur les ratios. Donc, c'est deux éléments qui vont vous permettre, donc, en plus de la time frame, de jouer sur la quantité de données. Et donc, plus vous avez des données, plus vous devez les calculer, plus vous consommez la CPU. Moins vous avez de données, moins vous consommer. Ça, c'est déjà la première des choses que vous pouvez faire qui va vous aider déjà à être dans les bonnes pratiques et donc d'économiser les ressources de votre instance. Une autre chose aussi très importante, c'est l'ordre de vos requêtes.
quand je regarde ma requête, vous voyez, en tout début de ma requête, une fois que j'ai dit à Dynatrace, fais-moi mon fetch, donc va dans le data lake où tu m'occupais tout ce que j'ai dans les logs. Donc la première des choses que j'ai fait, c'est rajouter le filtre. C'est dire à Dynatrace que dans toutes ces logs, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement des éléments qui concernent la technologie Nginx. Bien évidemment, là, c'était pour un exemple, j'ai pris la technologie Nginx. Et puis, bien évidemment, ce que vous pourrez faire, c'est rajouter des conditions comme ça pour que Dynatrace filtre exactement sur le type de données qui vous intéresse dans la catégorie des logs. Donc, ça, c'est aussi un autre élément sur lequel il faudrait beaucoup jouer, les filtres. On filtre déjà au niveau de la time frame, on filtre aussi sur les types de données et ces deux éléments déjà représentent déjà presque 50% des bonnes pratiques sur la construction des requêtes DQL. Donc, bien évidemment, plus votre filtre est précis, moins vous consommerez de ressources. Et donc, pourquoi est-ce que ça c'est très important? Parce que vous voyez ce que j'ai fait ici. Je commence à dire à Dynatrace, exclue-moi déjà tout ce qui ne concerne pas la technologie Nginx. Et donc, imaginez le scénario dans lequel, au lieu de faire le filtre et ensuite je fais le sort, donc moi je dis que je fais d'abord mon action de sort. Donc, vous voyez ce qui va se passer, c'est que DQL, il va récupérer tout ce qu'il y a dans les logs, il va d'abord les classer. Donc, il va se mettre à classer des données dont je n'ai même pas l'utilité. Et donc, vous voyez, là, je suis dans une requête qui n'est pas dans les bonnes pratiques parce que je vais demander à Dynatrace de me classer des données dont je n'aurai même pas l'utilité. Et donc, vous voyez, je fais consommer des ressources inutilement. Donc, pensez à prioriser déjà en amont tout ce qui va être requête de filtre. Dans les différentes sessions, on a aussi vu qu'il y avait différents types de requêtes de filtres. Donc déjà, ça va être celle que vous allez utiliser assez régulièrement puisqu'il faut déjà cibler le type de données que vous souhaitez. Mais on avait vu qu'il y avait des filtres out, on avait des filtres add, on avait des filtres keeps qui permettaient de rajouter, de retirer, ce genre de choses. Et donc, bien évidemment, tout ce qui va être filtre doit être toujours mis en dessus. Et donc, si vous avez par exemple des requêtes plutôt de type filter add, donc c'est plutôt après les requêtes de filtre que vous pouvez rajouter des requêtes de type filter out, ce genre de choses. Si vous voulez rajouter des fields, comme on l'avait vu, vous voyez ici, vous remarquez bien, vous voyez, à ce niveau, j'ai fait un fields add et donc vous voyez bien que le field add doit toujours être après le filtre. Et donc c'est comme ça que l'on construit des requêtes de DQL. Donc ces différents ordres sont expliqués sur le site de Dynatrace, mais la chose que vous devez garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que je dois faire qui me permet de ne pas consommer des ressources. Et donc à partir de cette simple définition, il y a beaucoup de choses qui deviennent du bon sens. On a vu le cas du sort. Si vous faites un sort avant de faire le filtre, forcément, vous allez faire du sort sur des données inutiles. Et donc, c'est comme ça que sont construites les bonnes pratiques autour du DQL. Et donc, je vous invite à aller sur le site de Dynatrace. Vous avez le lien ici qui vous permet d'accéder à l'ensemble de la documentation sur du DQL. Et donc, c'est là-dessus que vous verrez les bonnes pratiques dans lesquelles vous verrez que Dynatrace vous explique comment est-ce que vous pourrez construire vos requêtes de manière les plus optimale. Et puis, bien évidemment, lorsque vous allez rajouter les filtres comme ça, c'est comme ça que vous optimisez vos requêtes. Et donc, plus vous optimisez vos requêtes, plus vos requêtes sont performantes. À côté de ça, lorsque vous allez travailler avec les filter ads, les fields, vous voyez, on a des éléments tels que du match value, on a ici des contents. On a vu comme dans les langages, vous aurez des cas où vous ferez des égales, vous aurez des cas où vous ferez des différents. Ça aussi, c'est des éléments que vous devez faire attention. Parce que, en termes de consommation CPU, de dire à Dynatrace que je veux que ce champ soit égal à cette valeur ou bien que ce champ contienne ces valeurs, ce n'est pas la même consommation. Donc, dès que c'est possible d'avoir exactement le pattern, privilégiez le pattern exact. Parce que, en termes de consommation CPU, calculer un pattern exact et voir si un pattern existe dans une phrase, ce n'est pas la même consommation. Et tout ça, comme je l'ai dit, tout ça va découler du bon sens. Donc, dès que c'est possible, rajouter des filtres. Dès que c'est possible, rajouter des conditions qui matchent exactement, comme c'est le cas ici. Vous voyez, on a dit match values. Donc, c'est pour dire que lui ne va pas se contenter de dire que je vais chercher si dans ce champ process technologie, il y a Nginx. Et donc, ça, c'est déjà moins consommateur qu'une requête de type
contents. Donc c'est comme ça que l'on construit une requête la plus optimisée. Pour rappel, quand on fait du DQL, souvenez-vous, DQL fonctionne sur un environnement SAS. Et donc, comme c'est sur un environnement SAS, si vos requêtes ne sont pas optimisées, ça veut dire que vous allez beaucoup plus consommer. Et donc, si vous consommez beaucoup plus, ça veut dire que vous influencez sur votre facturation. Et donc, ça, c'est très important de bien garder cela à l'esprit lorsque vous allez construire vos requêtes de DQL.